fatigue dans le couple et si l'autre ne le voyait pas. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Thérapie de couple. Je suis Émilie Cousin depuis Marseille, thérapeute de couple, et aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est celui qui revient le plus souvent dans mon cabinet. Celui que les personnes n'osent pas toujours nommer clairement, mais qui est là, bien présent, la fatigue. Pas la fatigue du travail, pas la fatigue d'une mauvaise nuit, la fatigue de couple. Celle qui s'installe doucement, qui creuse en silence et qui finit par créer de la distance entre deux personnes qui s'aiment. Et la question que je veux vous poser dès maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que vous voyez vraiment que l'autre est fatigué? Pas juste physique, mais fatigué de porter, fatigué d'attendre, fatigué de ne pas se sentir visible. Dans cet épisode, on va explorer ensemble ce que cette fatigue fait au couple, pourquoi elle est souvent invisible, même pour celui ou celle qui la vit, et surtout, comment on peut commencer à changer quelque chose ensemble. Que vous soyez en couple, que vous accompagniez un proche ou simplement curieux de comprendre ce qui se passe dans les relations, cet épisode est fait pour vous. Et pour ça, je voudrais d'abord qu'on prenne le temps de comprendre d'où elle vient, cette fatigue, parce qu'elle ne surgit pas de nulle part. La fatigue dans le couple, elle ne surgit pas d'un seul coup. Elle s'installe progressivement. Et souvent, elle vient d'un endroit qu'on n'attendrait pas. Elle vient de l'amour lui-même. On fait beaucoup pour l'autre. On donne le meilleur de soi. On anticipe, on organise, on gère. Et tout ça, c'est une façon de dire « je t'aime ». Sauf qu'au fond, on attend quelque chose en retour. Pas forcément grand-chose, juste de la reconnaissance. Juste que l'autre voit ce qu'on fait et qu'il le nomme. Et puis, petit à petit, quelque chose se passe. On commence à empiéter sur la part de l'autre, pas par mauvaise intention, mais parce que ça déborde. Parce qu'on voit que ça n'est pas fait et qu'on le fait. Et l'autre, de son côté, interprète ça comme « ça lui fait plaisir, ça lui convient, on continue comme ça ». Il laisse sa place sans même s'en rendre compte. Résultat, une personne fait de plus en plus et l'autre de moins en moins. Et celui qui en fait plus ne le fait pas par obligation. Il le fait parce qu'il cherche encore et toujours cette reconnaissance. Pas forcément un amour physique, mais ce petit raisonnement qui dit « je vois ce que tu fais pour moi, alors moi aussi je vais te surprendre pour montrer que je tiens à toi ». Et quand ce retour ne vient pas, la charge mentale augmente, l'épuisement physique s'installe et une question commence à germer en silence. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'épuiser sans être vu? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'arrêter, se poser et parler de comment on montre notre amour l'un à l'autre? Parce que oui, c'est souvent là que tout commence. Non pas dans un conflit, mais dans un silence. Celui de deux personnes qui s'aiment, mais qui n'ont jamais vraiment dit à l'autre de quelle façon elles ont besoin de recevoir cet amour. Mais alors, comment se fait-il que l'autre ne voit pas du tout ça? Pourquoi cette fatigue reste-t-elle si souvent invisible aux yeux de celui ou celle qui est juste à côté? Ce qui est frappant, lorsque je suis dans mon cabinet, c'est que souvent les deux s'ouvrent, les deux voient, et pourtant rien ne bouge. La personne fatiguée, c'est bon, je gère. Pas parce qu'elle n'a pas besoin d'aide, mais parce qu'elle a peur de déranger, parce qu'elle culpabilise. Parfois, dans le couple, un choix a été fait. L'un travaille à 100%, l'autre s'est mis à 50% pour s'occuper des enfants. Et cette personne-là porte en elle une culpabilité silencieuse de ne pas en faire assez. Alors, quand l'autre propose son aide, elle dit non. Non, pas parce qu'elle n'en a pas besoin, mais parce qu'elle a peur d'être vue comme insuffisante, comme quelqu'un qui se plaint alors qu'elle a choisi cette vie-là. Et de l'autre côté, que se passe-t-il? L'autre a vu, l'autre a proposé, plusieurs fois même, mais à chaque fois, son aide a été refusée.
ou accepter mais suivi d'un c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Et là, quelque chose se brise. Parce que cette personne se fait corriger, se fait repasser derrière, c'est entendre tu n'es pas capable. Et ce message-là, pour beaucoup de personnes, il n'est pas nouveau. Il réveille quelque chose de beaucoup plus ancien. Une enfance où on leur a peut-être dit exactement ça, que ça ne valait rien, qu'elles ne savaient rien faire. Alors, elles se taisent, pas par indifférence, par protection. Et c'est là que le malentendu devient douloureux. Parce que l'un se dit « je lui montre mon amour en faisant tout pour lui et il ne me voit pas ». Et l'autre se dit « j'ai essayé, j'ai été rejeté, alors maintenant je me protège ». Aucun des deux ne veut blesser l'autre. Mais les deux se blessent quand même, à travers les peurs, les blessures anciennes, les mauvaises interprétations. Et ce silence qui s'installe, ce silence qui peut finir par dire « tu le veux, tu le subis, tant pis pour toi », ce n'est pas de l'indifférence. C'est deux personnes épuisées qui ont arrêté d'essayer parce qu'elles ne se sentaient plus entendues. La question alors, ce n'est plus pourquoi l'autre ne voit pas, c'est comment est-ce qu'on sort de ce silence avant qu'il creuse trop loin. Et pour sortir de ce silence, il faut d'abord comprendre quelque chose d'essentiel. On n'exprime pas tous l'amour de la même façon. On ne sait pas toujours comment dire clairement ce dont on a besoin. Il y a quelque chose que j'observe systématiquement en cabinet, quand j'explique comment le féminin démontre son amour et comment le masculin le démontre à sa façon. Les deux partenaires se regardent, et dans ce regard, il y a quelque chose de troublant, une sorte de « c'est exactement nous ». Comme si, pour la première fois, quelqu'un mettait des mots sur ce qu'il vivait sans pouvoir le nommer. Parce que le problème n'est pas l'absence d'amour, le problème c'est qu'on n'aime pas de la même façon et qu'on attend de l'autre qu'il nous aime exactement comme on l'aime soi. Et quand ce n'est pas le cas, on conclut, à tort, qu'il n'aime pas. Le féminin montre son amour par des petites choses, des bons petits plats, les vêtements choisis avec soin pour mettre en valeur l'autre, les surprises, les câlins, les bisous, les caresses. Il entretient le cocon. Il veille à ce que tout le monde se sente bien, que la maison soit un endroit doux, que rien ne manque. Et ce n'est pas un hasard, c'est ancré dans une mémoire beaucoup plus ancienne. Pendant des siècles, les femmes ont été les piliers centrales du foyer. Elles géraient les finances, l'éducation des enfants, la santé de la famille, l'entretien de la maison, tout. Cette mémoire-là, elle est gravée dans le féminin, ce qui explique aussi ce côté perfectionniste. Ce besoin de tout gérer, de tout faire. Non pas pour écraser l'autre, mais parce que c'est comme ça que le féminin dit « je t'aime », en faisant, en veillant, en anticipant. Sauf qu'à force de tout faire, le féminin prend toute la place, et l'autre ne sait plus où poser les mains. Le masculin, lui, démontre son amour autrement. Il a besoin de se montrer utile, courageux, fort. Il veut être celui qui vient à la rescousse, porter les sacs les plus lourds, ouvrir le pot de cornichons, attraper ce qui est trop haut. Ce sont des gestes qui peuvent sembler anodins, mais pour le masculin, c'est sa façon de dire « je suis là pour toi, tu peux compter sur moi ». La confiance. Et il y a une autre façon pour le masculin d'exprimer son amour, l'intimité. Et quand on pose la question en cabinet, qu'est-ce que ça représente pour vous, la sexualité? La réponse est toujours la même. C'est le moment où je peux lui montrer tout mon amour, où je peux lui faire plaisir, le remercier de tout ce qu'il m'a apporté. Ce n'est pas une obsession, c'est une langue, la langue dans laquelle le masculin dit « tu comptes pour moi ». Mais pour que le masculin puisse s'exprimer ainsi, il faut qu'il se sente en confiance, qu'il ne soit pas rejeté. Parce que chaque refus pour lui résonne comme « tu n'es pas capable ». Et s'il a déjà entendu ça dans son enfance, ce message-là peut faire des ravages. J'ai accompagné un couple dont l'histoire m'a beaucoup marqué. Madame était petite, monsieur était très grand. Et à plusieurs reprises, il lui avait dit « quand tu as besoin d'attraper quelque chose en hauteur, appelle-moi, j'arrive de suite ». Il avait proposé plusieurs fois, mais à chaque fois, elle avait répondu « c'est bon, ne t'inquiète pas, je gère ».
Alors, progressivement, il avait arrêté de proposer. Non pas par indifférence, mais parce qu'à force d'être refusé, on finit par se protéger. Un jour, madame est tombée d'un tabouret. Elle s'est blessée, ils ont dû aller aux urgences. Et en rentrant, elle lui en a voulu, de ne pas avoir été là, de ne pas avoir proposé, alors qu'il était dans la même pièce, sur le canapé. En cabinet, monsieur a dit calmement, je t'avais dit que j'interviendrais, tu m'as toujours répondu que tu gérais, alors ce jour-là, je n'ai pas proposé, parce que ça faisait trop de fois que je prenais un refus. Ce couple n'avait pas de problème d'amour, ils avaient un problème de langage. Elle montrait son amour en gérant tout, y compris les situations où elle aurait eu besoin d'aide. Lui montrait le sien en étant disponible, en se tenant prêt, et aucun des deux ne voyait l'amour de l'autre, parce qu'il ne ressemblait pas au sien. Ce qui est frappant, c'est que malgré ces différences, le sentiment final est identique des deux côtés. Quand le féminin ne reçoit pas de reconnaissance pour tout ce qu'il fait, il se sent invisible, non aimé. Quand le masculin est sans cesse rejeté dans ses propositions, dans son intimité, il se sent inutile, non aimé. Des mots différents, la même blessure. Je vous propose une question simple mais puissante à vous poser l'un à l'autre. Concrètement, au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour me montrer ton amour? Ensuite, posez-vous la question en retour. Et toi, de quelle façon tu aurais besoin de le recevoir? Vous serez peut-être surpris de découvrir que l'autre vous aime, mais dans une langue que vous n'y avez pas encore appris à lire. Alors, maintenant que l'on comprend mieux comment chacun aime et ce dont chacun a besoin, la vraie question est, comment est-ce qu'on crée les conditions pour que cet amour circule à nouveau? Comment est-ce qu'on sort du silence, de la fatigue et des malentendus pour construire quelque chose de plus solide? Maintenant que nous avons compris comment chacun demande son amour différemment, nous comprenons aussi mieux pourquoi cette fatigue s'installe et surtout pourquoi elle s'installe plus souvent du côté féminin. En cabinet, je le vois systématiquement. La charge mentale est beaucoup plus présente chez la femme que chez l'homme. Et quand on comprend qui est le féminin, ce besoin de tout gérer, de tout anticiper, de tout faire, on comprend pourquoi. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité qu'il faut nommer pour pouvoir la transformer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où on comprend ça, on peut commencer à alléger. On peut inviter le féminin à poser une partie du poids qu'il porte, à le partager avec son partenaire, à laisser le masculin prendre sa place. Vous allez peut-être me dire, c'est bien joli, mais si mon partenaire ne veut pas s'impliquer, je comprends. Et je vais être honnête avec vous. Quand une idée vient d'un seul côté, quand c'est vous qui portez aussi la demande de changement, ça ne fonctionne pas toujours, parce que ça ressemble encore à quelque chose que vous gérez seul. Alors voici ce que je vous propose. Plutôt qu'une confrontation, ouvrez une conversation. Posez des choses simplement, sans accusation. Je trouve que les choses ne vont pas à ce moment. On se prend la tête pour des petites choses. Je suis fatiguée de cette situation. Et je voulais savoir si toi aussi tu es. On voit bien qu'on n'arrive plus à faire des choses ensemble, qu'on a moins d'énergie pour des moments de qualité. L'intimité s'est espacée, elle est moins légère qu'avant. Quand l'intimité s'est espacée, il y a moins de moments de qualité qu'avant. On a moins de patience avec l'autre, avec les enfants. On a moins envie de rien. On attend juste que le temps passe. Est-ce que toi aussi tu ressens tout ça? Dans la grande majorité des cas, la réponse est oui, parce que l'autre est fatigué lui aussi, il attendait juste que quelqu'un mette les mots dessus. Et à partir de ce oui, vous pouvez continuer. Est-ce que ça te dirait qu'ensemble, on cherche une façon de changer ça? Qu'on retrouve cette énergie qui faisait qu'on avançait ensemble. Cette énergie, elle ne disparaît pas par manque d'amour, elle s'épuise par la routine, par les malentendus accumulés, par tout ce qu'on a voulu faire pour l'autre sans que l'autre le reçoive comme on l'espérait. Alors il faut repartir à la base, reconstruire différemment. Et ça commence par quelque chose de concret, la répartition des tâches. Asseyez-vous ensemble et dites-vous des choses simplement. Moi, voici ce que j'aimerais. Et toi, trouvez vos points communs. Sur ce qui ne coïncide pas, cherchez un compromis. Essayez et surtout, donnez-vous la permission d'en reparler. Parce qu'un compromis, ça s'ajuste, ça évolue.
Ce n'est pas un contrat figé, c'est un point de départ. Il y a une question que j'utilise systématiquement en cabinet. Une question simple, presque évidente et pourtant si rarement posée entre partenaires. Qu'en penses-tu? Cette question ouvre. Elle dit à l'autre, ton avis compte. Tu existes dans cette conversation. Et quand on se sent exister aux yeux de l'autre, quelque chose se détend. Le silence se brise, la connexion revient. Nous en avons d'ailleurs parlé dans l'épisode précédent, du petit talk à la grande connexion, où j'expliquais comment une simple question peut ouvrir de grandes discussions. Et qui dit grande discussion, dit grande construction. Quand on met en place cette nouvelle façon de fonctionner, quand on se sent enfin reconnu, que les tâches sont mieux partagées, que la parole circule, la fatigue ne disparaît pas d'un coup, mais elle s'allège, petit à petit, et dans cet espace libéré, quelque chose revient, de l'affection, de l'énergie, de la légèreté. Et souvent, à ce moment-là, les couples me disent « Tout ça aurait pu être évité si on avait mis des mots dessus dès le début. » Alors que vous soyez au début de votre relation, ou à 5, 10, 20 ans de vie commune, il n'est jamais trop tard pour poser les mots, pour s'asseoir, pour se demander comment l'autre va vraiment, pour construire ensemble une façon de vivre qui convienne à deux. Je vous invite à essayer, à me dire en commentaire ce que ça a donné pour vous, que ce soit positif, mitigé, ou que l'un soit partant et l'autre pas encore. Vos retours m'intéressent vraiment. Il se peut malgré tout que votre partenaire ne soit pas prêt, que la démarche reste à sens unique. Dans ce cas, je vous invite à ne pas rester seul avec ça. Contactez-moi si vous le souhaitez ou trouvez un thérapeute près de chez vous. Parce qu'à partir du moment où cette fatigue devient chronique, où elle prend toute la place, il est temps de faire un travail sur soi pour se désengager de tout ce qu'on a porté sans vraiment le choisir, pour retrouver sa propre place et peut-être en retrouvant la sienne. Laissez enfin à l'autre la place qu'on lui avait, sans le vouloir, confisquer. Et c'est exactement là que je voulais vous amener depuis le début de cet épisode. Pas à la résignation, pas à la perfection non plus, mais à quelque chose de plus simple et de plus profond à la fois. Se voir vraiment, s'entendre vraiment, et choisir chaque jour de construire ensemble plutôt que de s'épuiser séparément. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui vous a permis de voir votre situation ou celle de votre couple avec un regard un peu différent. Un regard plus doux peut-être, plus compréhensif. Parce que cette fatigue dont on a parlé, ce n'est pas une fatalité. Elle est souvent le signal que quelque chose demande à être vu, nommé et transformé. Elle est le signe que deux personnes ont continué d'avancer, chacun à sa façon, sans toujours trouver le chemin qui les réunit. Nous avons vu ensemble pourquoi cette fatigue s'installe, comment la charge mentale s'accumule, souvent silencieusement, du côté féminin, comment les démonstrations d'amour, si différentes entre le féminin et le masculin, créent des malentendus profonds, même quand l'amour est là, et comment avec les bons outils, les bonnes questions et surtout la volonté d'avancer ensemble, les choses peuvent changer. Si cet épisode vous a parlé et que vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple. Il a été écrit précisément pour ça, pour vous aider à éviter les erreurs que l'on fait souvent en début de relation. Ces petites choses qui semblent anodines sur le moment et qui, avec le temps, s'accumulent et créant cette distance. Et c'est aussi un livre idéal si votre partenaire n'est pas encore prêt à entamer une thérapie. Parce qu'on n'a pas toujours besoin d'être deux à vouloir changer pour que les choses bougent. Parfois, il suffit qu'un seul commence à voir autrement pour que l'autre suive naturellement. Il est disponible dans ma boutique sur mon site, le lien est en description. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, je vous propose un accompagnement sur 3 mois, en présentiel ou en visio, avec un support vidéo accessible pendant 6 mois. Ce support vidéo, je l'ai conçu pour les couples qui veulent comprendre en profondeur ce qui se joue entre eux. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, la fatigue, les démonstrations d'amour différentes, la charge mentale, les malentendus,
Tout cela fait partie du contenu vidéo. Parce qu'en séance, on n'a pas toujours le temps d'aborder tous ces sujets. Il faudra en moyenne 15 à 20 séances pour couvrir l'ensemble des thématiques liées à la vie de couple. Le support vidéo est là pour combler cet espace, pour que vous ayez les clés à votre rythme quand vous en avez besoin. Cet accompagnement a été pensé pour tous les couples, qu'ils soient en début de relation ou après de nombreuses années de vie commune. Si ça vous intéresse, toutes les informations sont disponibles dans la description. J'ai aussi quelque chose à vous proposer. Je cherche des personnes, en couple ou seules, qui souhaitent partager une problématique qu'elles vivent ou qu'elles ont vécue dans leur relation. L'idée, c'est d'en parler ensemble par téléphone dans un échange enregistré qui sera ensuite diffusé sur Spotify et sur YouTube. Si vous souhaitez rester anonyme, pas de problème, il suffira de me le préciser en début de conversation. Les prénoms et tout ce qui pourrait vous identifier seront coupés au montage, soit bipés. Votre parole sera protégée. Si vous souhaitez en participer, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien en bio. Je serai vraiment heureuse d'échanger avec vous. Et comme toujours, je termine avec une question que je vous laisse méditer ou à laquelle vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que vous avez déjà osé dire à votre partenaire « Je suis fatiguée de cette situation, et toi ?» Et si oui, qu'est-ce que ça a changé? Merci infiniment d'avoir écouté Thérapie de couple jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre relation et je vous dis à très bientôt.